16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, chanteur, compositeur, peintre, écrivain, graphiste, photographe franco-américain avec 45 ans de carrière. Il est musicien, compositeur prolifique, multidistingué. Il a aussi composé 17 bandes originales de films, dont celle de Ciao Pantin ou encore Toy Story. Poète rock. Toy Story, j'ai fait l'adaptation en français. Poète rock, inlassable créateur adepte du multisme et raconteur d'histoire, Charles-Élie Couture, vous l'avez compris, part de l'intime pour le rendre universel avec son 26e album aujourd'hui intitulé Contre toi. Il sera en concert au théâtre de l'Atelier le 16 et 17 avril prochain. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05, Rouler Jeunesse, un groupe que nous verrons aujourd'hui. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Charles-Élie Couture. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Alors on va bien sûr découvrir votre actualité autour de ce nouvel album, mais aussi on va tenter de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et je vais vous demander tout d'abord 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Je suis une bûche, je suis fidèle. Et je suis tenace. Et tenace. Eh bien, on va voir si ça colle avec vous tout du long de cette émission. Et pour ce faire, le début, toujours le début. Charles-Élie Couture, vous êtes né un 26 février à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Votre pseudonyme, vous le devez à l'association des prénoms de vos 2 grands-pères. Votre père, Jean-Pierre, était un ancien professeur des Beaux-Arts, converti en antiquaire et puis en décorateur. Votre mère, Odette Michel, a enseigné le français aux États-Unis avant de rejoindre la boutique familiale. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et surtout dans quel cadre vous avez évolué et grandi ? J'ai été élevé dans un cadre, on va dire, bourgeois, c'est-à-dire fait de règles, de préceptes, fait à la fois de liberté d'esprit et de fermeté physique, on va dire. J'étais obligé de faire un certain nombre de choses, comme mon piano, par exemple, qui était un exercice imposé. Par votre grand-mère ? Oui, enfin par mes parents qui considéraient qu'il fallait que j'aie cette astreinte-là. Et puis j'avais l'esprit de ceux qui ne veulent ressembler à personne, plus que de celui qui veut se confondre au troupeau. Je me voyais plutôt berger dans l'affaire. Oui, vous étiez un petit garçon finalement qui se sentait très singulier. À part, oui, et j'aimais faire. J'étais pas vraiment un rêveur, j'étais plutôt quelqu'un je dessinais beaucoup, j'écrivais beaucoup, je faisais du piano, mais pas forcément selon les règles. Voilà. Donc après, vous allez vous éloigner des règles et faire plutôt avec votre volonté. Disons que j'ai été élevé dans une famille dans laquelle la culture était considérée non pas comme un moment de distraction, mais comme quelque chose d'essentiel à la relation entre les êtres vivants. Et donc, je pouvais faire ce que je voulais du moment que je le faisais à fond. Et j'ai été élevé avec ce regard. Si on donne une idée, il faut la justifier, il faut toujours s'expliquer. On ne peut pas se suffire simplement d'apparence. Alors, Charles-Élie Couture, vous allez être guidé ou peut-être influencé, je ne sais pas. En tout cas, vous allez suivre les traces de votre père et sortir diplômé des Beaux-Arts en vous exprimant avec le dessin, l'écrit, la peinture. Mais vous êtes aussi poète. Et donc, vous sortez votre premier album à tout juste 22 ans. Il est autoproduit dans une cave de Nancy, baptisée 12 chansons dans la Sûre. Il date de 78, je crois, savoir. Puis ensuite, Le Pêcheur attire les regards des professionnels. Quel souvenir vous avez de ces tout débuts que moi j'aime beaucoup? Disons que c'est ce que j'appellerais ma première vie, c'est-à-dire c'est une vie qui est faite de fantasmes, de règles imposées, comme je vous le disais, à travers laquelle
première vie abstraite, j'essaye de faire correspondre mes rêves à la réalité. C'est-à-dire, j'ai un certain nombre d'idoles que sont Bob Dylan, Leonard Cohen, Lou Reed, des gens qui me fascinent en musique, mais aussi des gens comme Erik Satie ou Debussy, Fauré, Ravel, ces musiques-là que j'ai écoutées avec ma grand-mère. Alors dans ma tête, il y a un mélange de ces musiques-là. En matière de littérature, ma mère, vous l'avez dit, est allée aux États-Unis enseigner le français juste après la guerre, et ma mère était plutôt une littéraire, et à travers mon père, j'avais cette espèce de relation avec l'art qui était une relation viscérale, c'est-à-dire qu'il m'expliquait les choses comme si elles étaient les miennes. Mais dans toute cette première vie, je n'existe pas. Moi, je suis spectateur du monde, alors que, en fait, au fond de moi, je rêve d'intervenir, entre guillemets. Mais c'est ce que vous allez faire, parce qu'on va voir que la musique va intervenir dans votre vie, mais peut-être par le fruit, je ne sais pas si on peut dire du hasard, parce qu'il n'existe pas, mais au départ, c'est pas tout à fait ça, votre volonté à vous. Vous voulez être cinéaste. Ouais, je vais être metteur en scène de cinéma. Et en fait, je suis entré aux Beaux-Arts à la suite, en fait, parce que, enfin, un certain nombre de choses me dirigeaient vers la réalisation. D'une part, le fait que le cinéma est la jonction de l'écriture, du visuel et de l'auditif, et donc ce qui m'aurait permis de réunir les trois choses qui étaient en moi. C'est ce que vous appelez le multisme ? Alors, disons que, mais en entrant aux Beaux-Arts, où je voulais devenir décorateur de cinéma, rentrer dans le cinéma par le biais de la technique, j'ai découvert un certain nombre de techniques et d'autres manières de m'exprimer. Et je me suis la thèse que j'ai développée à ce moment-là, à la fin de mes études, c'était sur la polymorphie de l'esprit, qui tend à dire que la personnalité, quand on parle de la personnalité de quelqu'un, on en parle comme s'il s'agissait d'un seul état d'être, alors qu'en fait, j'essayais de démontrer que la personnalité, c'est le fait d'avoir, c'est un amalgame de différentes attitudes face à certaines circonstances. Et plutôt que de chercher à ne faire qu'une seule chose, je me suis efforcé de développer des choses les plus variées possibles, qui, si possible, avaient même le moins de contact les unes avec les autres ou d'interrelation. Et le principe du multisme que j'ai développé par la suite naît de ça. Est-ce qu'on peut dire de façon plus simplifiée que c'est la polyvalence et la multiplication des qualités pour faire quelque chose en un bloc ? C'est ça, c'est l'idée, c'est le choix du non-choix. Il y a des gens qui pensent que si l'intelligence est une lumière, elle doit être concentrée pour en faire un laser. Moi, je veux bien entendre que l'intelligence soit une lumière, mais je peux la mettre aussi dans le prisme de façon à démontrer l'arc-en-ciel, par exemple. L'arc-en-ciel, il va venir pour vous à un moment donné dans votre carrière, dans le début de votre carrière, Charles-Élie Couture, avec pas forcément le hasard, mais une rencontre avec la femme de Coluche. Oui, Véronique Colucci qui est venue m'entendre un jour dans un petit concert que je faisais en banlieue de Paris, et qui me dit... Vous connaissiez ? Et j'étais allé passer une soirée complètement abstraite et chez eux, perdu au milieu de plein d'autres gens. On avait échangé quelques mots, et apparemment j'en avais dit suffisamment pour l'intriguer, au point qu'elle est donc venue me voir un jour où j'étais dans cette petite salle de banlieue, et à la suite de quoi elle m'a dit: mais écoute, si je peux t'aider d'une quelconque manière, n'hésite pas. Et j'ai dit: par exemple ce soir tu dors où? Et j'ai dit je dors nulle part, puisque je vais refaire les 300 km qui me ramènent chez moi. Ah mais non, mais il est trop tard, viens dormir à la maison. Et là j'ai revu Coluche, avec qui j'ai échangé un peu plus profondément que la première fois, et qui plus tard m'a invité quelque temps après à venir au Café de la Gare faire la deuxième partie de son spectacle. À ce moment-là, il tournait Inspecteur la bavure, il y avait 500 personnes dans la salle.
et puis il quittait la salle et il me l'a laissé. Il ne restait plus que 40 personnes. Mais parmi ces 40 personnes, il y a eu un réalisateur de cinéma, justement, qui s'appelait Jean-Henri Meunier, qui a fait le contact avec Chris Blackwell, le producteur de Bob Marley, Marianne Faithfull, Grace Jones, U2. Qui a participé aussi à l'expansion internationale du reggae, je crois, sur ce label qui s'appelle Label Iceland Records. Et donc, vous rencontrez ce Chris Blackwell qui va décider de vous produire, de produire pour la première fois en français. Oui, et puis qui va me signer pour 5 albums. Et vous sortez Poème Rock, votre 4e album, sorti en 81. Vous devenez connu notamment grâce à cette chanson, Comme un avion sans aile, qui devient un énorme tube. Comment vous vivez à l'époque cette exposition médiatique qui devient quand même assez phénoménale? Je le vis mal parce que j'ai pas été du tout préparé à ça, et là j'arrive à ma 2e vie, puisque une vie qui va faire que je m'aperçois que la notoriété change la relation qu'on a avec le monde, puisque on est à la fois plus aimé qu'on ne le mérite et plus détesté qu'on ne le mérite, et dans tous les cas on ne s'appartient plus. Et ça même si ça procure un certain nombre de facilités au quotidien, c'était pas vraiment mon rêve, ou en tout cas j'appréciais dans la notoriété qu'elle me donne la possibilité de faire un certain nombre de choses, mais j'étais pas, je ne cherchais pas pour autant la gloire en tant que telle. Je préférais qu'on aime ce que je fais plutôt que moi. Et donc vous allez faire 26 albums. Vous le dites, je ne voulais pas être une star, moi je voulais être metteur en scène de cinéma. Vous allez en parallèle faire beaucoup d'expositions. Vous devenez un des pionniers du web. Mais il y a quand même cette envie en parallèle de ce rêve peut-être inachevé, et en même temps cette énergie du rock qui vous a toujours happé. Alors là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Disons que la clé de voûte de mon édifice créatif, on va dire, c'est vraiment la poésie. C'est-à-dire le regard qu'on porte sur le monde et le goût de liberté et de responsabilité de ses choix. Quand je suis parti m'installer à New York, où j'ai vécu pendant 15 ans et un peu plus, j'avais surtout le souci de pouvoir aller au bout de ma quête d'artiste plasticien et de ne pas être tout le temps résumé à l'avion sans aile, qui était ce que j'avais été, mais qui était plutôt à l'imparfait qu'au futur, si vous voulez. Donc là, on est dans la 3e vie, Charles-Élie Couture. 4e, celle-là. Parce qu'entre les deux, il y en a une qui a été une vie de voyage, où j'ai, pendant 15 ans, sillonné le monde, et puis j'ai élevé mes enfants, et j'en suis très fier. Vous parliez tout à l'heure de réalisation. En fait, la relation que j'ai avec le cinéma, elle se passe via mes enfants, puisque l'une de mes filles est réalisatrice de cinéma, et l'autre est plutôt actrice. Donc, Et bien justement, on va en parler de vos filles, puisque vous venez de sortir votre 26e album, Charles-Élie Couture, qui s'intitule Contre toi, sorti il y a quelques jours. On entre dans vos mots, dans vos convictions, votre vision de la beauté qui n'appartiennent qu'à vous. Et on va écouter un extrait de cette chanson qui s'intitule L'amour est toujours optimiste. Sur une terre en paix, sans conflit guerrier, rien avant nous n'a jamais existé. L'amour, c'est de l'espoir à deux. On s'imagine des destins extraordinaires. On est sûr du futur, c'est dans la nature. On se promet tout ce qu'il y a de mieux quand on est amoureux. L'amour est toujours optimiste. Ouais, l'amour est toujours optimiste. C'est un album très intime.
intime, je crois, Charles-Élie Couture. Oui, en fait, le disque est fait de chansons que j'ai écrites à des périodes différentes. Et on pourrait dire que c'est un disque qui raconte cette angoisse amoureuse ou cette merveille amoureuse selon les saisons. Alors, il y a l'avant-amour comme celui-là qui est toujours optimiste, joyeux, clair, plein de lumière. Et puis, le jeu de mots d'ailleurs du titre l'évoque, de contre toi, on peut devenir contre toi quand tout d'un coup les relations changent et puis voilà. Puis ce qui était merveilleux dans l'amour, c'est d'avoir le sentiment qu'on se reflète dans l'autre. Je dis souvent que l'amour c'est comme deux miroirs qui sont face à face. Tout le monde voit bien vu de l'extérieur que c'est une vitre sur laquelle il y a du teint mais quand on est à l'intérieur de l'amour, de ces deux miroirs face à face, il y a un sentiment d'immensité qui est incroyable. Et pour moi, c'est ça la définition de l'amour. Vous parlez de l'amour amoureux. Il y a aussi sans doute l'amour pour un père et une fille, entre un père et une fille, contre toi, avec toi, sans doute, qui a inspiré cet album qui au départ ne devait pas forcément voir le jour. Oui, de cette manière, en tout cas. L'amour, vous savez, j'y accorde un sens beaucoup plus que simplement éphémère ou épidermique. Hein. Je parle d'exister à travers l'autre. Et là, dans l'autre, c'est l'autre avec un A majuscule, c'est le reflet. Vous voyez, si vous émettez un son, tant qu'il n'y a pas quelque chose en face, vous ne l'entendez pas, le son. Le son rebondit et l'existence c'est pareil. Vous rebondissez sur l'autre. Alors effectivement, ça peut être un amour au proche avec celui ou celle qu'on a choisi, mais on peut aussi l'entendre dans le sens large et plus mystique entre guillemets. On va écouter l'absence. En ce mois de janvier, à travers le brouillard, j'improvise sur mon clavier ces mots qui me viennent par hasard pour te dire, oh mon amour, combien me manque ta présence dans le silence lourd qui entoure. C'est un duo avec votre Ton fille. absence. Ton absence. Parce que c'est ça la clé en fait de cette chanson qui a été écrite elle par ma fille justement, que j'ai trouvé un jour, Yamé, oui, que j'ai trouvé un jour sur le piano. Et j'ai dit mais tu chantes des chansons en anglais, mais tu en écris aussi des très belles en français. Et elle dit si tu aimes bien prends-la. Et voilà, ça a donné cette chanson qu'elle me fait le plaisir de chanter avec moi sur le disque. Il y a plusieurs titres dans ce disque. Vous avez écrit tous les titres, vous les avez coécrits avec votre fille. Comment il s'est développé ? Non, il n'y a que celui-là. Celui-là, ça a été le point de départ. Les autres titres, je vous l'ai dit, je les ai écrits à différentes périodes de ma vie, d'où le côté printemps, automne, été, hiver de l'amour. Mais c'est effectivement un disque qui est... comme la musique d'une vie, quoi. Enfin, c'est en dehors des modes, mais d'ailleurs, on vit tous avec une ligne de conduite et c'est ce qui nous dirige. Une autre chanson, Dis papa. Dis papa, pourquoi on peut pas faire ça, faire ci? Et pourquoi toi t'as le droit? Dis papa, est belle la vie, j'ai faim, j'ai froid. Et pourquoi faut se protéger de la pluie? Dis papa, dis-moi, si les gens maintenant prennent tout ce qui est bien, qu'est-ce qui restera quand je serai grand? Dis papa, dormir c'est cool mais ça sert à rien, sauf pour les marmottes qui attendent le printemps. Si le silence est mortel, la vérité sort-elle pour autant de la bouche des enfants?
Dis papa, t'as peur de rien, comme les champions. Mais quand tu fumes, c'est moi qu'en ai plein les poumons. Dis papa. On découvre ce titre qui me semble être très particulier. Oui, en fait, c'est l'amour, là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, très justement, d'un père pour ses enfants. En fait, le père est confronté à un certain nombre d'interrogations que lui posent ses enfants, puis au fur et à mesure de la chanson, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus grave que ça n'y paraît, puisque en fait, la mère est absente et vu les types des questions qui sont posées, l'allusion au crabe et à ce dessin dans le ciel, etc., on peut imaginer que la mère est disparue. Et du coup, là, en l'occurrence, c'est l'amour filial que j'évoque dans cette chanson-là. Aujourd'hui, on découvre ce nouvel album, le 26e, Charlie Lee Couture, et je crois savoir que vous avez voulu une unité musicale plus acoustique que d'ordinaire. C'est vrai que souvent les disques aujourd'hui sont faits avec des petits moyens entre guillemets, c'est-à-dire que c'est à la one again, on se débrouille avec les programmes tout seul chez soi avec son ordinateur. Alors quelquefois on arrive à se suffire à soi-même et il y a des gens qui ont le génie de ça. Stromae notamment avait fait des disques extraordinaires avec peu de moyens entre guillemets, mais souvent ça résume à simplement ce qu'on a soi, alors que les musiciens, j'ai joué par exemple avec Jean-Claude Grenassia, le fils d'Enrico Macias, qui a fait la contrebasse sur le disque, formidable musicien, a réellement apporté quelque chose aux morceaux sur lesquels il est intervenu, et ce goût pour l'acoustique a été merveilleusement mis en onde par Dominique Blanc-Francard, qui est le réalisateur de cet album. Dominique Blanc-Francard est un preneur de son très connu dans le métier, qui a bossé sur beaucoup des albums que j'admire. Il était à la naissance du château d'Hérouville notamment, et du coup, moi, effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec les musiciens qui sont intervenus sur le disque. Qui, j'imagine, pour certains, probablement, vous accompagneront au Théâtre de l'Atelier le 16 et 17 avril prochain. Pour certains, oui. Pour certains. On continue cette émission avec vous, Charlie Lee Couture. Dans un instant, on poursuit également avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent. Hélène Kuttner en vie aujourd'hui, Alban Bartoli, pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Velaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Alors que les négociations pour la libération des otages se poursuivent au Caire, en Égypte, Tsahal aurait reçu 8 fois plus d'appels de Gazaouis au sujet des captifs du Hamas la semaine dernière. Cela fait suite à l'invitation lancée par le porte-parole de Tsahal en arabe, Avishai Yadrahi, qui a appelé les habitants de Gaza à fournir des informations sur les otages à Tsahal. Les forces israéliennes ont saisi plus d'1 milliard de shekels du Hamas dans une banque de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Cela équivaut à plus de 250 millions d'euros. Tsahal continue d'opérer sur place. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer dans une trentaine de minutes sur un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Une résolution menacée par un nouveau veto des États-Unis, leur 3e depuis le début de la guerre entre leur allié israélien et le Hamas. L'ONU qui suspend l'aide alimentaire dans le Nord en proie au chaos et à la violence. Le programme alimentaire mondial réclame davantage de livraisons et l'ouverture de nouveaux points de passage pour éviter les émeutes de la faim. En France, un homme connu pour violence conjugale a tué sa femme devant le tribunal de Montpellier avant de se donner la mort. La piste terroriste a été écartée. La première adjointe à la mairie va se rendre sur place. Enfin, les dirigeants des 2 syndicats agricoles majoritaires français, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, attendent des décisions claires d'Emmanuel Macron qui les reçoit cet après-midi à l'Elysée à 4 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. De nouvelles manifestations sont prévues dans la journée. Radio J.
Merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec Charles-Élie Couture et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Charles-Élie Couture, pour son 26e album intitulé Contre toi. Il sera en concert au théâtre de l'Atelier le 16 et 17 avril prochain. Et je suis tombée sur une interview de vous, Charles-Élie, qui m'a fait sourire. Vous disiez que pour cet album-là, vous étiez davantage inspiré d'Eminem que de Bob Dylan. Oui, sans problème. Je raconte des histoires en fait. J'ai depuis le début comment on appelle ça, un parler phrasé qui est plus que un chanté de rossignol, si vous voulez. Il y a des chanteurs qui mettent en avant leurs avantages naturels. Moi, je mets en avant les mots, les histoires. Je raconte des histoires. C'est plus des paraboles ou des prophéties ou je ne sais quoi, ou des prières. Mes chansons, plus que des chansons rengaines qui auraient pour finalité de faire des hits ou des tubes. C'est pas comme ça que j'écris les chansons. J'écris les chansons pour transmettre des messages, raconter des choses, transmettre des idées. Je crois que c'est le vrai sens de la chanson. Vous avez à peu près 500 chansons terminées. Oui. Vous vous apprêtiez à sortir un album intitulé Over Lover et je crois que vous avez toujours un disque d'avance pour entretenir la flamme. Oui, comme ça m'évite le stress de me dire qu'est-ce qui va venir après ou comment réagir. Ça me permet d'anticiper, si vous voulez. Je crois qu'une chanson, en plus, un disque qui se doit de mûrir. Vous parliez de Over Lover, il a traîné en suspens pendant des années jusqu'à ce que finalement il réapparaisse de cette manière-là. Mais j'ai déjà l'idée de celui qui pourrait suivre et ainsi de suite. Et encore une fois, ça me donne du souffle, ça me donne du recul. Je crois que il y a des gens qui sont comme vous le faites, des chroniqueurs, des gens qui écrivent au jour le jour, dans l'instant. Moi, je crois qu'une chanson, au contraire, elle se doit de pouvoir être réentendue, entendue, réentendue, partagée au-delà du temps et au-delà même de l'interprète lui-même. La chanson qui finit l'album, qui s'appelle Une adieu que pour elle, c'est une chanson qui me dépasse en fait, et j'en suis fort aise. Est-ce que c'est un album particulier pour vous, Charles-Élie Couture ? Oui, il est particulier parce qu'il est très intime. D'habitude, je raconte des histoires comme un témoin peut le faire, alors que dans ce disque-là, finalement, je raconte des choses qui me sont très personnelles. Je dis pas que les autres disques ne le soient pas, mais disons que la manière de le présenter étant tellement en dehors, encore une fois, des modes et des méthodes utilisées aujourd'hui pour faire de la musique. Je parle des vocodeurs, je parle des boîtes à rythme, je parle de tout ça. Ça en fait un disque par le fait très singulier, même dans ma propre démarche personnelle. C'est un album qu'on peut considérer fait maison, où vous nous ouvrez aussi votre maison puisqu'on découvre votre fille. Je travaille avec mes enfants d'une manière proche, comme un certain nombre d'artistes d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est Sean, l'aîné, qui a réalisé la photo de la pochette. Et le merveilleux clip qui est en ligne depuis une semaine ou deux. Et Yamé, quant à elle, est intervenue et fait les voix backing vocals derrière, et la chanson que vous avez passée de l'absence aussi. Charles-Élie Couture, dans cette partie d'émission à présent, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Il me tenait à cœur de vous faire plaisir aujourd'hui avec Hélène Kuttner en partant au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et en
en visio avec nous aujourd'hui Hélène Kuttner. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Charlélie Couture, bonjour Alban et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement Charlélie Couture, dans cette chronique théâtre, je vais parler d'un spectacle bouleversant, en tout cas que j'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu mais vous en aviez parlé, il s'agit de Denali. Ah oui, excellent. Oui. Voilà, Oui, alors Denali... Et voilà, je pense que vous partagez mon enthousiasme parce que grâce à vous, je l'ai vu aussi. Et je dois dire que c'est une pièce d'un tout jeune homme, un jeune homme qui s'appelle Nicolas Lebriquir, qui vient de terminer sa formation de comédien, qui a déjà écrit et monté un spectacle qui fera date, qui a été ovationné au dernier festival Off d'Avignon. Et la pièce se reprend en ce moment au théâtre du Petit Marigny grâce au producteur Richard Cayatte. Et en effet, cette pièce a le vent en poupe, alors on a envie de savoir qui est Denali. Alors Denali, Cyrielle, c'est une toute jeune fille de 17 ans qui a, malheureusement, on parlait des enfants avec Charlélie, qui a grandi trop vite, qui a accouché d'un enfant dont elle ne s'occupe pas trop et qui vit avec sa mère adoptive. Denali rêve sa vie comme beaucoup de jeunes gens et surfe abondamment sur les réseaux sociaux. L'argent facile, les célébrités, les histoires d'amour et les beaux garçons la font rêver. Et lorsqu'elle tombe sur un jeune homme séduisant et très riche qui lui promet de gagner beaucoup d'argent, eh bien la voici qui tombe aussi en plein dans le panneau, c'est-à-dire que elle est victime de ce qu'on appelle un catfishing, c'est-à-dire d'une personne malveillante qui cherche à abuser des jeunes femmes en utilisant le profil séduisant d'une autre personne. Et Nicolas Lebriquir, qui est auteur, metteur en scène, s'est inspiré d'un fait réel survenu à Anchorage, en Alaska, en juin 2019. Il a mené une véritable enquête en se faisant passer pour un journaliste américain et a eu accès à tous les témoignages. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Cynthia Hoffman, qui a 19 ans et qui disparaît un soir. On n'a plus de nouvelles d'elle. Les deux amis qui l'ont vue pour la dernière fois sont interrogés par les policiers. La pièce débute donc par un interrogatoire dans un commissariat et va exactement se dérouler comme une enquête policière qui se dénoue devant les yeux des spectateurs. Le spectacle est totalement conçu comme une véritable série Netflix en 3 épisodes, ce qui renforce le trouble du spectateur. On est à la fois proche des personnages, très empathique, tout en réalisant que malheureusement ils agissent de manière détachée du réel. Est-ce que ce sont des monstres ? Est-ce que ce sont des victimes ? C'est peut-être une manière pour l'auteur Hélène Kuttner de dénoncer aussi la puissance des réseaux sociaux sur les jeunes, vous pensez ? Oui, complètement. Alors justement, il interroge la puissance des réseaux sociaux, la manière dont ces jeunes sont manipulés, c'est toujours pareil, en pensant ne pas faire le mal en le faisant. Alors, je vais pas tout vous dévoiler parce que c'est vraiment comme un thriller. La jeune héroïne va avouer vraiment qu'elle agit par fascination pour une vie de rêve, d'argent, d'une grande maison, d'une piscine. Denali se prend pour une héroïne de film. Elle veut donner un sens à sa vie qu'elle trouve totalement ratée. Elle convainc son amie Kaiden de se lancer avec elle dans une aventure où il s'agira tout simplement de violer et de tuer comme on s'amuserait à un simple jeu pour de l'argent. Elle agit avec les deux amis comme une enfant qui s'aventure sans savoir qu'il s'agit de faits extrêmement graves. Et la scène dans la pièce de théâtre est divisée en 2 parties. D'un côté, l'enquête avec les interrogatoires, de l'autre, un écran avec les vidéos et les captures de téléphone qui témoignent des faits véridiques. L'auteur a totalement pensé son spectacle de manière cinématographique, avec ses codes, mais le théâtre est très présent car les jeunes comédiens sont formidables de sincérité et de fragilité. Et je crois que la musique joue également un très grand rôle dans ce spectacle, Hélène Kuttner. Absolument, Cyrielle. Louise Guillaume, c'est la jeune musicienne qui interprète en direct sur son clavier une partition mystérieuse et angoissante avec des vibrations de basse puissantes. Mais on entend aussi des chansons de rap américain qui mettent en valeur l'argent et la drogue. En tant que spectateur, on est happé par ces allers-retours entre des scènes troublantes mises en musique où des adolescents qui semblent abandonnés à eux-mêmes cèdent aux douceurs de la drogue, imaginent des plans irréels et la réalité d'une enquête policière qui reconstitue un à un les événements, comme si des enfants étaient confrontés à la monstruosité, au tragique, sans s'en rendre compte. C'est tout simplement bouleversant et c'est un spectacle qui nous fait beaucoup réfléchir.
Merci beaucoup Hélène Kuttner. Denali, c'est les lundis et mardis au Petit Marigny jusqu'au 28 mars. Pourquoi vous avez aimé précisément cette pièce de théâtre ? C'est vraiment un autre théâtre, un théâtre dans lequel la 3D de la scène de théâtre se mêle à la 2 dimensions de l'écran, parce que effectivement il y a des scènes qui se déroulent derrière des projections et avec une forme de mise en scène qui est très différente de la structure traditionnelle de la narration théâtrale. Classique. Mais écoutez, ça donne Je très précise envie. que quelquefois, quand la musicienne ne peut pas être là, il s'avère que c'est Yamé qui la remplace, votre fille. Ça fait plaisir. Écoutez, on m'en parle énormément en ce moment de cette pièce d'Enali, donc on se fera le plaisir d'aller la voir. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Et j'ajoute que l'on peut lire vos articles sur le théâtre sur Artistique Réseau, théâtre notamment, avec bien d'autres articles culture. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Alban Bartoli. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Alban Bartoli, bien bronzé. Bonjour Cyrielle, et oui, je suis content de vous retrouver après cette semaine au Mexique. Bonjour Charlélie Couture. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça Comme a l'air. chaque semaine, je vais vous parler de culture. On va parler de la musique, de la littérature et du cinéma qui allument quelque chose en vous, Charlélie Couture. Et on va commencer en musique avec un artiste français que vous aimez beaucoup, Charlélie. Il s'agit de Johnny Jane. On écoute un extrait de son titre le plus streamé, Sortez les mouchoirs, ça s'appelle Kleenex. Un soir, un jour, je sortais d'un bar, je rentrais chez moi, la tête dans le noir. Depuis l'orage, autour des étoiles, je courais après l'ombre de toi. J'avais la tête sur le sol. Johnny Jane a 24 ans, il est originaire d'Orléans, il est auteur, compositeur et interprète, de son vrai nom Émile. Il a emprunté son nom de scène à la ballade de Johnny Jane de Serge Gainsbourg, écrite pour Jane Birkin. Johnny Jane est un artiste qui a l'air droit dans ses baskets, mais il s'est cependant beaucoup cherché avant de se lancer dans l'industrie musicale. On peut dire qu'il est passé par tous les genres, ce qui fait certainement aujourd'hui son style si particulier. Alors dans un premier temps, enfant, il suit une formation de piano et veut faire de la musique classique. Mais par flemme et par manque de travail, c'est lui qui le dit, il décide de renoncer et de se mettre au rock en apprenant la batterie et la guitare. Plus tard, à une période où le grand public se désintéresse un peu du rock et certainement par effet de mode, il s'essaye au rap, mais finalement il ne s'y trouve aucune crédibilité. Et oui, il s'appelle Émile, il est très mince, il est très grand, il vient d'Orléans. On est quand même loin des stéréotypes de l'époque du rappeur costaud avec les dents en or. Alors il décide de s'intéresser à la chanson française, au sens des mots et à la poésie. Il a enfin trouvé son style, il fera de la chanson urbaine. Après avoir vécu à Bruxelles où il s'inscrit aux Beaux-Arts, je crois que c'est un point commun avec vous, Charlélie Couture. Il y en a pas mal, hein. Ouais, il part vivre à Paris pour se lancer dans le grand bain. Un grand bain dans lequel il semble plutôt bien nager puisque depuis 2019, il a sorti une quinzaine de singles et 2 EP. Bon, il est pas prêt de vous rattraper encore, mais je pense qu'il est sur la bonne lancée. Je vous propose d'ailleurs de découvrir un extrait de son tout dernier titre, Plus rien à perdre, sorti tout récemment et dont le clip est disponible depuis la semaine dernière. On écoute. J'avais tout misé sur nous, comme si rien n'allait changer. Des peurs, des mensonges et des doutes, il n'y avait que ça à gagner. On a trop joué, oui, j'avoue. J'aurais dû plus me méfier, mais maintenant que tu es partout, je n'ai plus rien à perdre. Depuis que tu es parti, je sens mes rêves qui s'éteignent. Comme les On aime bien, on adore. Beaucoup. En tout cas, il comptabilise aujourd'hui plus de 100 000 écoutes par mois sur les plateformes de streaming. Alors pas encore très connu du grand public, il a cependant réussi à fidéliser le sien et sera même en tournée toute l'année 2024. Donc si vous voulez découvrir ou redécouvrir Johnny Jane, sachez qu'il sera en concert à Bordeaux, Marseille, Montpellier, Lyon ou encore Strasbourg entre autres, et il finira sur une date à l'Olympia à Paris le 10 octobre prochain. Alors prenez vite vos places puisqu'en plus de découvrir un jeune artiste
artiste de talent. Vous aurez peut-être la chance de pouvoir y croiser notre invité, Charlélie Couture, qui sera sûrement au premier rang et ravi de vous claquer une petite bise au passage. C'est un peu votre fille spirituelle, Charlélie Couture. Ouais, beaucoup de points communs. Hein. En tout cas, je vous avoue que ça a résonné en moi quand j'ai entendu ses premiers titres. Et puis je suis allé le voir je crois que c'était la Cigale ou au Trianon, et c'était bondé à craquer, un public qui connaissait ses chansons par cœur, et c'était extrêmement réjouissant de voir que un type, bien qu'il n'étant pas tellement diffusé pour l'instant, parce que je suis certain qu'il va exploser ce mec-là, parce qu'il a tous les atouts, c'est bien écrit, les musiques sont plutôt bien produites, et elles sont dans l'air du temps, si je puis dire. Mais c'est surtout qu'il y a du fond, quoi. Derrière l'apparente légèreté, il y a une vraie écriture, et je trouve ça bien. Donc oui, mérite qu'on en parle. Après la musique que vous aimez, Charlélie Couture, c'est un livre que vous voulez nous faire découvrir avec vous, Alban Bartoli. Tout à fait, Cyrielle. On va s'intéresser au livre Black Music Justice de Fabrice Epstein. Alors, Fabrice Epstein est avocat au barreau de Paris. Il est passionné de musique. Il écrit notamment dans les célèbres pages du magazine Rock & Folk. Et il s'est intéressé à l'histoire de la musique noire à travers la justice, comme il l'a déjà fait dans son premier ouvrage Rock & Roll Justice. Alors, en 61 chapitres et un peu plus de 350 pages sur papier glacé et une playlist de 50 titres, Fabrice Epstein embarque le lecteur dans un voyage allant des années 1930 à nos jours. Du blues en passant par le funk, le rock, le rap, le reggae ou encore la soul, il explore tous les sous-genres musicaux de cette black music. C'est un livre qui émerge comme un manifeste qui plaide pour l'équité, l'émancipation et l'autonomisation à travers le prisme de la musique noire. L'ouvrage est écrit par un collectif diversifié d'artistes, d'activistes ou encore d'universitaires. C'est un livre qui offre une exploration profonde et nuancée des multiples façons dont la musique noire a façonné et continue de façonner le mouvement pour la justice sociale. À travers une série d'essais percutants, de témoignages personnels et d'analyses critiques, les contributeurs du livre examinent les liens entre la musique noire et des questions telles que le racisme, la violence policière, l'incarcération de masse et la lutte pour les droits civiques. C'est un livre qui parle aussi bien des figures oubliées ou méconnues de la musique noire, comme Mississippi John Hurt, dont les descendants se disputeront l'héritage, que des superstars que l'on connaît tous, comme Michael Jackson, George Clinton, Jimi Hendrix, James Brown ou encore les Rolling Stones, qui devront affronter les tribunaux pour des histoires de droits d'auteur, de plagiat ou encore de drogue pour certains. Le rap est évidemment pas oublié, mais contrairement aux préjugés que l'on pourrait avoir, il n'occupe qu'une partie mineure du livre. L'ouvrage s'attardera malgré tout sur le cas de Snoop Dogg, accusé de complicité de meurtre. Fabrice Epstein revient également sur les démêlés judiciaires des rappeurs français comme NTM et le ministère Amer pour leurs textes anti-police, ou encore le cas du rappeur Orelsan qui a été mis en cause par rapport à certaines paroles de ses premières chansons, en particulier sur le morceau Sale pute, qui lui vaudront plusieurs annulations de concerts et la mobilisation d'associations féministes. En fin de compte, Black Music Justice est bien plus qu'un simple livre sur la musique, c'est un appel à l'action, un manifeste pour un changement significatif dans la manière dont nous pensons, consommons et soutenons la musique noire. Black Music Justice par Fabrice Epstein est sorti le 30 novembre dernier. C'est aux éditions La Manufacture de Livres et c'est vous, Charlélie Couture, qui nous l'a conseillé. Oui, c'est un excellent livre. J'allais dire que c'est un livre qui se lit, mais qui s'écoute aussi. Il fait tellement de références à des musiques qu'on croit connaître qu'il faut vraiment être à côté de l'ordinateur et plonger sur YouTube. Écouter les musiques en même temps et découvrir, redécouvrir. Et du coup, les articles ont encore plus de sens et on a vraiment l'impression d'être dans les coulisses. Je trouve qu'il a très bien raconté ce qu'il y a en dessous de l'apparence, parce que c'est vrai que quand on est au sommet de la gloire, on se croit inaccessible et quand intouchable, et quand tout d'un coup la justice, c'est-à-dire le regard des autres se fait sur vous, ben tout d'un coup on se réveille ou on émerge d'un espèce de rêve abstrait, quoi, si je puis dire. Ouais. Mais écoutez, moi j'ai appris beaucoup de choses en tout cas dans cette chronique, notamment sur le texte d'Orelsan qui visiblement n'a pas beaucoup plu, et puis une petite parenthèse, Black Legend
que vous avez Tout à vu fait. et adoré, je 2 crois fois savoir, même. Alban. Tout à Eh bien, fait. ça revient du 8 mars au 28 avril. Ce sera à Bobino pour la saison numéro 2. Et là, j'espère y aller Vraiment, cette fois. faut Vous y m'en aller, aviez c'est- beaucoup parlé. C'est exceptionnel, faut y aller vraiment. À noter, c'est au cinéma que vous aimez aussi Charles Elie que l'on va s'intéresser à présent avec un film sorti tout récemment, Alban. Absolument, Cyrielle. Je vais vous parler du film L'Homme d'Argile, réalisé par Anaïs Théienne ou Télène. Télène, voilà. La que fille vous nous de avez Carl Zero. Tout à fait. Que vous nous avez confié avoir beaucoup aimé, Charles Elie. Ah oui. Il s'agit d'un film qui raconte la rencontre entre 2 êtres que tout oppose. Ça se passe dans un manoir bourguignon perdu en pleine Cambrousse. Le personnage de Raphaël est un colosse timide de 58 ans qui n'a qu'un œil. Il sert d'homme à tout faire et il vit avec sa mère dans une petite dépendance de ce fameux manoir dont elle est la gardienne. Raphaël passe son temps à chasser les taupes, à jouer de la cornemuse ou encore à faire des tours dans le vieux kangou de la Postière. Des journées qui se suivent et se ressemblent jusqu'au jour où, par une nuit d'orage, Garance, l'héritière du manoir, artiste contemporaine en vogue, revient dans la demeure familiale avec le cœur brisé et va quelque part faire de Raphaël sa muse, ce qui va créer en lui la cruelle illusion d'être aimé par Garance. Porté par un imaginaire de conte, ce tout premier long métrage d'Anaïs Télène est salué par la critique et a directement été nommé à la Mostra de Venise, un début prometteur pour cette réalisatrice qui est bien plus que la fille de Carl Zero, vous nous l'avez mentionné. Pour ce qui est du casting, on retrouve dans le rôle de Raphaël l'acteur Raphaël Thierry, connu pour son visage assez particulier aux traits inquiétants, et le rôle de Garance est campé par l'actrice césarisée à 2 reprises, Emmanuelle DeVos. L'Homme d'Argile est sorti en salle le 24 janvier dernier. Il vous reste peut-être encore quelques jours pour courir dans les salles, pour aller découvrir cette œuvre qui semble être modelée selon une pensée qui ne cesse de réfléchir à la question du regard, du genre et de ce qui définit la norme. Et de l'inspiration et de la relation qui existe entre l'artiste et le modèle. Et il y a beaucoup de choses dans cette fable moderne dans laquelle on se fait surprendre, des images qui sont assez brutes, si je puis dire, Ouais. assez droites, sans trop de sophistication, mais dans lesquelles l'imaginaire est transporté par une écriture très moderne et un excellent film. Un premier film, certes, mais à petit budget, mais tellement bien porté par un casting ébouriffant. Vous avez parlé d'Emmanuelle DeVos, qui est fantastique. DeVos et Raphaël Thierry, qui est lui aussi unique, clairement. une espèce de masse comme ça, de force dans lequel le mot désir se transforme en une espèce d'illusion comme ça. C'est très très beau film. Merci beaucoup. À découvrir donc ce film qui s'intitule L'Homme d'Argile, sans doute encore au cinéma. Merci beaucoup, Alban Bartoli. Merci, Cyrielle. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. Oscar Wilde a dit une phrase, Charles-Élie Couture, qui dit ça. Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. J'aimerais que nous passions ce moment-là ensemble maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. Essayons d'y répondre rapidement. La première, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Tout. C'est rare. Je serais un autre. Je ferai autre chose. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Donc j'essaierai autre chose. Vous avez une petite idée de ce que vous feriez à la place ? Au cinéma. Je naîtrais femme, par exemple. Ah. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Le temps. Je lui donnerai le temps. Aujourd'hui, les gens ne s'ennuient pas assez. Ils vont beaucoup trop vite, ils passent sur les choses. Il faut accorder le temps au temps, il faut laisser à l'eau le temps d'imprégner le tissu. J'aime beaucoup cette phrase. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi, Charles-Élie Couture ? Maintenant, parce que je vais mourir. Pourquoi cette réponse ? Parce que je n'ai plus rien à perdre et plus rien à espérer non plus, si ce n'est de vivre le jour le jour. C'est ça qui est le plus important. Quand on est jeune, on a des rêves, des buts, des envies, une sorte d'idéal vers lequel on tend, mais on est tout le temps obligé d'être insatisfait. Alors qu'aujourd'hui, j'attends rien de rien, donc je prends tout à souhait.
Cette réponse est merveilleuse et ferait mentir le livre de mon invité d'hier qui s'intitule « Le dernier soir » de Thomas Mizraki. Et donc les auditeurs qui étaient là y verront une jolie résonance. Trop compliqué à expliquer aujourd'hui, mais très jolie résonance. Y a-t-il eu une grande erreur, mais que vous avez résolue ? Une grande erreur, c'est difficile. Je crois que j'ai essayé de comprendre ceux qui m'ont pas aimé. C'est juste par rapport à ça que peut-être que j'en ai, je sais pas. Non. Grande erreur, j'ai dû en faire tellement des erreurs, je veux dire. C'est pour ça que je repartirai à zéro. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, Charlélie Couture, mais que vous ne faites pas ? Me priver. Je pense que je profite trop des bonnes choses, on va dire. Qu'est-ce que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Je pleure beaucoup, vous savez, je ne sais pas pourquoi, je m'autorise à pleurer quand une musique m'émeut, quand un film me touche, j'accepte mes faiblesses. Si je vous parle d'amour alors, cela résonne comment ? Face à l'au-delà, face à tout, face à vous, face à ceux qui nous entourent, face à... On écoute l'album ? Par exemple. Contre toi, pour avoir la réponse. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, que choisissez-vous ? Ah, mon corps, je grandirais de 7 cm à peu près. Vous n'êtes pas petit ? Je mesure 1m76, mais j'étais plus petit que mon père. Et ça m'a toujours frustré. J'aurais bien voulu le regarder dans les yeux et non pas par en dessous. Voilà. Si vous étiez président de la République, Charlélie Couture, votre première mesure ? Beaucoup plus d'importance à l'art, aux choses de l'art, qui sont traitées encore une fois avec beaucoup trop de légèreté. On accorde de la valeur à l'argent, et ben dans l'argent, moi je prends l'art. En espérant que Rachida Dati nous écoute. Pour terminer, espérons. Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, Charlélie Couture ? Que j'ai été un honnête homme et je crois que c'est ça, ouais. J'ai souvent dit être un artiste c'est bien, mais être un homme c'est mieux. Et pourtant Dieu sait Dieu sait combien j'accorde d'importance au fait d'être artiste. Ça a été mon sacerdoce toute ma vie. Voilà. Charlélie Couture, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va rendre l'antenne un petit peu plus tôt à 16h20. Donc je vous libère maintenant. En attendant, je vous donne rendez-vous. On se donne rendez-vous au Théâtre de l'Atelier le 16 et 17 avril pour votre 26e album qui s'intitule Contre toi. On va écouter un petit bout. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci de votre accueil. Sur l'antenne de Radio Bonne journée. Et quand sur mon piano je compose des morceaux, t'es la seule quotidienne, la seule qui m'inspire. Comme Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Les négociations pour la libération des otages se poursuivent au 137e jour de guerre contre le Hamas. Une délégation du groupe terroriste est arrivée en Égypte ce matin avec un objectif, mettre un terme au combat à Gaza. Pour l'heure, aucun progrès dans les pourparlers n'est à signaler d'après le ministère des Affaires étrangères qatari. Hier, l'exécutif israélien posait un ultimatum au Hamas sans la libération des 134 otages avant le Ramadan. Tsahal lancera son offensive à Rafah. Un point sur les opérations de Tsahal à Gaza. Les forces israéliennes ont saisi plus d'1 milliard de shekels ou 250 millions d'euros du Hamas dans une banque de Khan Younes, Pascal Sunshine.
Et sur le front sud, Tsahal poursuit donc ses opérations à Khan Younes, notamment dans la partie ouest de la ville. Plusieurs terroristes ont été éliminés au cours de différents accrochages. Les soldats finalisent également leur fouille systématique de l'hôpital Nasser à la recherche de traces et d'indices sur la localisation des otages. Enfin, en Judée-Samarie, les forces de sécurité ont effectué plusieurs opérations antiterroristes. 11 suspects recherchés ont été appréhendés. Une opération s'est notamment déroulée à Kfar Bourka, en Samarie. C'est dans cette zone qu'un civil israélien avait été légèrement blessé hier soir par le jet d'un engin piégé. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, l'ONU suspend son aide alimentaire dans le nord de la bande de Gaza. Hier, un convoi vers le nord a été confronté à un chaos et à des violences totales en raison de l'effondrement de l'ordre civil. Plusieurs camions ont été pillés entre Khan Younes et Der el-Bala et un chauffeur de camion a été abattu, précise le Programme alimentaire mondial qui promet de chercher des moyens pour reprendre les livraisons dès que possible. Sur le front nord, 3 missiles anti-chars sont tombés en Galilée sans faire de victimes. Des missiles qui sont tombés dans la localité de Margaliot, près de la frontière libanaise ce matin. En réponse, Tsahal a visé des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban. 2 positions de lancement de roquettes dans les régions de Yaroun et Marawin et 2 infrastructures terroristes dans les régions d'Al-Daïra et de Yaroun également qui ont été frappées. L'Union européenne lance sa mission de protection des navires en mer Rouge face à la multiplication des attaques et des Houthis. Baptisée Aspide, elle a pour objectif d'assurer la liberté de navigation dans la zone. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les rebelles soutenus par l'Iran qui contrôlent de vastes régions du Yémen mènent depuis novembre des attaques contre des navires dans la région. Ils affirment agir en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le gouvernement français a reçu ce matin les représentants des industriels, de la distribution et des agriculteurs. Une réunion autour de 4 ministres dans un comité de suivi des négociations commerciales. L'objectif, garantir la bonne application des lois Egalim, censé éviter que les agriculteurs ne vendent à des prix inférieurs à leur coût de production. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit de son côté recevoir la FNSEA et les jeunes agriculteurs dans l'après-midi. Les dirigeants des 2 syndicats agricoles majoritaires disent attendre des décisions claires du chef de l'État. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. On est dans une situation de crise, chacun le sait, et donc on attend du président de la République qu'il nous apporte des réponses, qu'il réponde aux questions aussi que les agriculteurs se posent dans toutes les productions, dans tous les territoires. On a besoin que les choses soient clarifiées et personne, encore une fois, ni le président de la République, ni le gouvernement, ni d'ailleurs tous les représentants des partis politiques ne seront accueillis sans une discussion préalable sur leur vision de l'agriculture, comment ils entendent construire l'avenir de l'agriculture. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA au micro de Télématin. Enfin, le ministre de l'Intérieur demande le retrait du titre de séjour d'un imam tunisien du Gard en raison d'appels à la haine. Dans plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux, Marjoum Marjoubi qualifie les drapeaux tricolores de drapeaux sataniques qui nous gangrènent et qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah, sans préciser s'il s'agit du drapeau français. Le prédicateur, lui, se défend en évoquant un lapsus et une maladresse. Le parquet de Nîmes a ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Merci beaucoup Tanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. Tout de suite, une très courte pause et puis on poursuit notre émission avec mes invités coup de cœur sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Radio J. Et tout de suite, on va écouter un titre sur l'antenne qui s'intitule À la vie, à l'amour du groupe Rouler Jeunesse. Et puis on les reçoit en direct sur notre antenne sur Radio J. On me dit que l'amour c'est pas toujours la joie, non pas toujours la fête. Mais moi c'est avec toi que je vibre à chaque fois et je veux pas que ça s'arrête. Et c'est peut-être long, c'est vrai, et c'est peut-être fou, et c'est peut-être con, je sais, mais je t'aime comme un fou. À la vie, à l'amour, à l'amour, à la haine, à nos épines, à nos beaux jours, à nos ennuis, à nos emmerdes. À la vie, à l'amour, à l'amour, à la haine, à nos épines, à nos beaux jours, à nos ennuis, à nos emmerdes. C'est comme ça qu'on s'aime.
voudras rester là. Mais moi pour rêver d'amour j'ai besoin de te dire que je ne partirai pas. Et c'est peut-être long, c'est vrai. Et c'est peut-être fou. Et c'est peut-être con, oui mais quand on s'aime on s'en fout. À la vie, à l'amour, à l'amour, à la haine, à nos épines, à nos beaux jours, à nos ennuis, à nos emmerdes. À la vie, à l'amour, à l'amour, à la haine, à nos épines, à nos beaux jours, à nos ennuis, à nos emmerdes. C'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime et qu'on s'aimera. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime et qu'on s'aimera. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime et qu'on s'aimera. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime et qu'on s'aimera. À l'amour, à la haine, à nos épines, à nos beaux jours, à nos ennuis, à nos emmerdes. À la vie, à l'amour, à l'amour, à la haine, à nos épines, à nos beaux jours, à nos ennuis, à nos emmerdes. C'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime. Et vous êtes en train d'écouter le titre À la vie, à l'amour du groupe Rouler Jeunesse. Bonjour Jordan. Bonjour. Bonjour Kailan. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que vous avez fait beaucoup de routes pour venir nous rejoindre. C'est ça, on vient d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, pas très loin de Salon de Provence. Exactement. Voilà, que j'aime beaucoup. Très joli Aix-en-Provence. Je pense que je suis pas la seule à aimer. Comme on dit, le temps est bon. Exactement. Voilà. Vous êtes tous les deux donc en duo, mais vous êtes avant d'être un groupe, deux amis. J'ai très envie de savoir comment vous avez créé ce groupe, comment vous êtes devenus Rouler Jeunesse. On s'est rencontrés il y a à peu près 4 ans, si je dis pas de bêtises, sur Aix-en-Provence du coup. Moi je cherchais à faire des concerts, donc j'ai vu qu'il y avait des scènes ouvertes sur Aix-en-Provence, et puis je dis tiens, je vais y aller un soir. Et je rencontre l'organisateur de la scène ouverte qui se trouve être Jordan. Et je devais jouer que 2 morceaux avec une amie, j'ai passé toute la soirée au piano avec lui finalement. Et je crois que le lendemain, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit tu veux pas jouer avec un pianiste un peu? Il m'a dit si, et on a commencé comme ça à faire des petits concerts un peu dans les bars et restos de notre région tous les deux. Alors qui fait quoi? Alors, moi je chante. Jordan, vous chantez. C'est ça, je compose un petit peu et Kailan prend le relais sur la composition. Voilà, on compose du coup tous les deux, lui il est beaucoup plus sur la partie écriture et moi du coup musicien, multi-instrumentiste, même si mon instrument principal c'est le piano quand même, et je compose avec Jordan. Et donc il n'y a que Jordan qui chante? Alors, dans cette chanson par exemple qu'on vient d'entendre, on chante nous deux, il chante de plus en plus. On est bien d'accord. C'est lui le chanteur. Ouais, mais il y a donc 2 univers bien distincts, 2 identités fortes et différentes. On découvre votre album donc Symbiose, qui est composé de 20 chansons, dont ce titre À la vie, à l'amour. Pop variété française, c'est un peu votre univers, c'est comme ça que vous vous définissez. Est-ce qu'il y a dans cet album-là, Symbiose, qui est votre deuxième, je crois? Exactement. Réédité il y a quelques jours en une deuxième version. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous avez envie d'émaner dans cet album, de faire émaner? Je pense que c'est un message de positivité. Souvent on reçoit des retours par rapport à ça justement, beaucoup d'espoir et il y a aussi beaucoup la thématique de l'amour sous toutes ses formes dans Symbiose. Alors Osmose est devenu Symbiose. Il y a eu un premier album qui s'appelle Osmose, qui est sorti en juin 2023, qui est devenu aujourd'hui, comme je le disais, cet album-là, Symbiose, qui est donc la réédition. Il y a eu au préalable en 2021 un album qui s'intitulait Vague à l'âme. Et le groupe, il est tout jeune finalement, il a à peu près 4 ans. C'est le confinement qui vous a inspiré complètement. L'envie de vous confiner, de nourrir votre art tous les deux. Pendant très longtemps, comme je disais au début, on faisait beaucoup des reprises, on faisait des concerts de reprises d'animation. Et finalement, le confinement nous a laissé le temps de se concentrer sur nos propres productions. Et c'est vrai que du coup, vu qu'on était confinés ensemble, la vie a bien fait les choses à ce moment-là. On a commencé vraiment à travailler ensemble. À la base, ça devait être qu'un album pour Jordan. Moi, je devais juste l'aider un petit peu à faire les arrangements, tout ça. Et finalement, on s'est tellement bien entendu autour de ce projet qu'on s'est dit, si on allait le défendre ensemble sur scène, ce serait super cool. Ce serait pas mal. Et vous avez écrit, dis-le-moi quand même, on écoute. J'ai pas compris au début, je croyais à une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Tu m'as appris que c'était pas pareil et que les histoires d'amour fallait les inventer. Et ça tourne en rond. Je crois que je suis pas le bon. Je remets tout en question, mais tu me dis que je me trompe. Et ça tourne en rond. Je crois que je suis pas le bon. Je remets tout en question, mais tu me dis que je me trompe. Je sais que tu m'aimes, mais dis-le-moi quand même.
début je croyais à une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Tu m'as appris qu'on n'était pas les mêmes et que notre histoire d'amour ne faisait que commencer. Et ça tourne en rond, je crois que je suis pas le bon. Je remets tout en question mais tu me dis que je me trompe. Et ça tourne en rond, je crois que je suis pas le bon. Je remets tout en question mais tu me dis que je me trompe. Je sais que tu m'aimes, mais dis-le-moi quand même. Dans ma tête ça tourne en boucle, il faut que ça s'arrête. Et si l'amour donne des ailes, c'est quoi mon problème? Je suis rempli de doutes, oui j'en ai plein la tête. Je sais que tu m'aimes, mais dis-le-moi quand même. Dans ma tête ça tourne en boucle, il faut que ça s'arrête. Et si l'amour donne des ailes, c'est quoi mon problème? Je suis rempli de doutes, oui j'en ai plein. Dis-le-moi, 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 quand même. Dis-le-moi, 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 quand même. Tu es sûrement mon meilleur ami, tu es de loin mon plus beau, je t'aime. Avec toi je découvre la vie, je ris, je pleure, je me relève. Et si demain retombe la pluie, je crois qu'on a compris la rengaine. Car je t'aime pour le meilleur et le pire, au cœur à corps, quoi qu'il advienne. Je crois que j'ai compris, tu me fais tourner la tête. Grâce à toi tous les jours je vis mon conte de fées. Je sais que tu m'aimes, mais dis-le-moi quand même. Je veux l'entendre tous les jours, faut pas que ça. Et on découvre ce titre Dis-le-moi quand même de Rouler Jeunesse. Vous êtes en train de cartonner, l'album il est sorti le 15 décembre dernier. Vous avez dépassé les 3 millions d'écoutes sur les plateformes et je crois que vous êtes très présent sur les réseaux. C'est ça, on essaye d'être présent. À la base, c'était pas aussi instinctif que ça d'être présent sur les réseaux sociaux, mais on sait que maintenant c'est très important et on s'y est pris au jeu. Et le morceau qui vient de passer, là, dis-le-moi quand même, a marché sous forme de trend sur TikTok. Donc on a été un peu sur le rendez-vous qui nous a fixé lui-même. En fait, la chanson a marché par elle-même. Finalement, c'est les gens qui nous ont appelés sur TikTok. C'est ça. Voilà. C'est super. Donc ça veut dire que maintenant on peut voir les gens en train de chanter, danser, la musique en plan arrière. Enfin, comme on dit maintenant, je suis nulle en TikTok. Il y a mais voilà, je le dis 30 000 quand même. personnes qui l'ont reprise sous toutes les formes possibles. En parallèle de ça, vous avez décidé de faire quelque chose de très original, c'est inviter les gens à un concert sur Facebook et sur TikTok. Exactement. Racontez-nous ça. C'est Blabla Song, en fait, on invite les personnes, on prend notre voiture et on fait une forme de covoiturage, on invite les personnes dans la voiture, elles viennent avec nous, on leur fait passer nos musiques. Oui, ils sont derrière, on les voit, c'est ça, j'ai regardé la vidéo. Donc c'est pas du tout des gens que vous connaissez, c'est des gens qui s'inscrivent comment ça se déroule? Alors, sur les réseaux, on fait un petit sondage selon les villes dans lesquelles on est. Ouais. Et là, pour le coup, on a commencé chez nous, à Aix-en-Provence. Et voilà, on sélectionne quelques profils pour qu'ils soient toujours 2 ou 3. Et bah nous, au moins, ça nous permet de pouvoir passer un moment avec les gens, pouvoir discuter un peu avec eux, parce que c'est génial pour nous pouvoir rencontrer notre public comme ça, dans un cadre un peu privé, et puis pouvoir partager un petit moment musical avec eux, c'est super. Donc c'est ce que vous avez fait en venant jusqu'à nous? Non, là on l'a pas fait. Mais surtout, c'est une façon de créer du contenu avec les personnes. Totalement. Pour qui et on du le lien crée. aussi avec et du vrai lien les et avoir quelque chose d'authentique, parce qu'en fait, on se rend pas compte des fois, mais la création de contenu, ça peut vite enfermer quand on est seul. Et là, c'était vraiment une façon de le faire le plus instantané. Enfin, c'est très instinctif, c'est très cool, quoi. Je trouve ça génial. Vous serez en concert, je le rappelle, demain. Exactement. Donc demain, mercredi, au 3 Baudets, c'est à 20h. Il y a une première partie. Oui. Fleur et bleu. Fleur et bleu, très bien. Vous interpréterez, j'imagine, les 20 chansons d'album, un peu moins? Un peu moins, il y aura bien 90% de l'album. C'est ça. Mais un peu nostalgique de notre premier. Il y a quelques chansons du premier album. Et quelques chansons du premier album, Vague à l'âme. En direct, pour nous aujourd'hui, un titre musique. Exactement. Allez, on y va. On me dit qu'on voit des choses dans les yeux et qu'avec on peut imaginer tellement. On peut donc inventer un monde où tu serais vivante. Car avec toi rien n'est impossible. Tu repeins le monde, tu repeins la ville. Tu me dis que mon rêve est à portée de mes mains. Alors, il faudrait pas que je me laisse aller. Il faudrait pas que je te laisse là. Dans ce vacarme où tout s'en est allé. Toi t'es toujours là. Et tu me dis danse encore. Tu me dis vis plus fort. Tu me dis crie, pleure, chante et tant pis si le monde ne t'entend pas. Tu me dis danse encore. Tu me dis vis plus fort.
Tu me dis crie, pleure, chante et tant pis. Surtout ne t'arrête pas. Hey, hey, hey. Ouh. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey. La 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 la. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey. La 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 la. Et si parfois je manque de force, toi tu ravives la flamme qui brûle en moi. Je sais pas comment donner du sens à ma vie quand t'es pas là. Il faudrait pas que je me laisse aller, non. Il faudrait pas que je te laisse là. Dans ce vacarme où tout s'en est allé. Toi t'es toujours là. Et tu me dis danse encore. Tu me dis vis plus fort. Tu me dis crie, pleure, chante et tant pis si le monde ne t'entend pas. Tu me dis danse encore, tu me dis ris plus fort. Tu me dis crie, pleure, chante et tant pis. Surtout ne t'arrête pas. Hey, 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 ouh, hey, 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 ouh, hey, 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 hey. La 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 la. Hey, 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 ouh, hey, 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 hey. La 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 la. Musique. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous Avec sur plaisir. l'antenne de Radio J. On vient de découvrir ce titre qui s'intitule Musique. Nous sommes encore en train d'écouter de Rouler Jeunesse. Dernière question, pourquoi Rouler Jeunesse? Rouler jeunesse, c'est une expression qu'on nous disait toujours pendant le confinement, justement, comme quand là où on s'est créé. Et elle représentait beaucoup d'espoir, de positivité, comme j'en parlais tout au début. Et c'est aussi une expression assez vintage, comme le sont un peu les vers, enfin les chansons qu'on écoute, Goldman, Jacques Brel et tout ça. Donc c'était une façon très cyclique de recycler cette expression. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. C'était vraiment un plaisir de vous découvrir. On finit cette émission avec vous et en musique. Merci d'avoir été avec nous en direct pour ce coup de cœur partagé par Alban Bartoli qui m'a dit je vais les voir demain à Paris en concert au 3 Baudets. C'est à 20h. On sera là. Merci beaucoup Rouler Jeunesse d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci à Charles-Élie Couture d'avoir été notre invité principal aujourd'hui pour son 26e album Contre toi. Il sera également au théâtre de l'Atelier le 16 et 17 avril prochain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain en direct, toujours dès 15h avec Abnous Chalmani pour son livre J'ai péché, péché dans le plaisir, sorti aux éditions Grasset. Merci à toutes et à tous encore une fois de nous avoir suivis. À demain et belle journée sur Radio J. Radio J.